Le témoin silencieux de cette tragédie n'est ni un homme ni une institution, mais un bloc de bois de cerisier massif recouvert d'un drapeau étoilé. Ce cercueil lourd du poids d'un homme qui a redessiné la carte du monde repose sous le soleil de plomb de juin 2004 sur les marches du Capitole. Autour, le monde hurle son protocole. Les moteurs des limousines grondent, les généraux ajustent leurs médailles et les caméras du monde entier zooment sur une silhouette qui semble sur le point de s'effondrer sous le poids de l'air. Elle a 82 ans. Elle est minuscule, courbée par une décennie de veillées funèbres avant l'heure. Nancy Reagan ne regarde pas la foule. Elle ne voit pas les chefs d'État venus s'incliner devant la dépouille du 40e président des États-Unis. Elle est ailleurs, dans un silence de crypte que seul l'amour ou la folie peuvent engendrer. Pour elle, ce cercueil n'est pas le monument d'un géant de la guerre froide, c'est la boîte qui contient sa seule raison de respirer. On a beaucoup écrit sur ses robes rouges, ses astrologues et son emprise occulte sur le bureau ovale, mais personne n'a jamais osé regarder dans l'abîme qui s'est ouvert en elle ce jour-là. Ce que Washington ignorait, c'est que derrière le vernis de la première dame se cachait une femme qui avait tout sacrifié pour un homme, et qui s'apprêtait à payer le prix ultime de cette dévotion, le vide absolu. Pour comprendre la chute et la solitude finale de celle que Washington aimait détester, il faut remonter à la genèse d'une ambition née dans le rejet. Elle ne s'appelait pas encore Nancy. Elle était Anne Francis Robbins, née dans la poussière de New York en 1921, fille d'un vendeur de voitures d'occasion dont l'odeur de cuir bon marché fut vite remplacée par l'absence. Sa mère, une actrice de seconde zone dévorée par les feux de la rampe, préféra les planches de théâtre aux berceuses. Pendant 6 ans, la petite Anne fut une enfant de surplus, logée chez une tante dans le Maryland, vivant dans cette solitude particulière des enfants que l'on aime de loin mais que l'on ne garde pas. C'est là, dans ce manque originel, que s'est forgé son besoin maladif de contrôle et de protection. Le salut arriva sous les traits d'un scalpel. Loyal Davis, un neurochirurgien de Chicago aussi brillant que rigide, épousa sa mère et offrit à Nancy une stabilité chirurgicale. Il l'adopta, elle prit son nom, et elle se construisit autour de ce nouveau père une adoration qui confinait à la dévotion religieuse. Elle apprit la discipline, l'étiquette et l'art de dissimuler ses failles. Après des études au Smith College, elle suivit les traces maternelles jusqu'au studio de la MGM à Hollywood. Elle était Nancy Davis, une actrice compétente, au jeu sobre, mais habitée par une ambition silencieuse. Elle ne cherchait pas la gloire pour elle-même, elle cherchait un ancrage. En 1951, sa route croisa celle de Ronald Reagan, alors président du Screen Actors Guild. Il était divorcé de l'actrice Jane Wyman, portait les cicatrices d'un premier mariage raté et traînait derrière lui 2 enfants, Maureen et Michael. Ils se marièrent en 1952, dans l'ombre d'une petite cérémonie où seul William Holden et sa femme servirent de témoins. Elle avait 30 ans, il en avait 41. Dès cet instant, Nancy Davis cessa d'exister. Elle devint l'architecte d'un destin qui ne lui appartenait pas. Elle organisa ses journées, ses pensées et même ses battements de cœur autour de Ronnie. Quand il se lança dans l'arène politique californienne en 1966, elle découvrit avec effroi la brutalité du regard public. On se moquait de son expression, ce regard figé d'adoration qu'on appela « the gaze », comme si elle était en transe devant un messie. La presse était cruelle. Elle s'en moquait. Elle était le bouclier. Le 20 janvier 1981, lorsqu'ils franchirent le seuil de la Maison-Blanche, Nancy Reagan n'était pas venue pour gouverner, mais pour surveiller. Elle était la gardienne du temple, celle qui séparait les fidèles des traîtres. Mais Washington n'est pas une ville qui pardonne la protection. Avant même que les cartons de déménagement ne soient déballés, le venin commença à couler. Elle voulut redonner du lustre à une demeure qu'elle jugeait délabrée. Elle commanda un service de porcelaine de 4 732 pièces pour la bagatelle de $29 000. L'argent venait de donateurs privés, pas des contribuables, mais le symbole fut une guillotine médiatique. Le pays s'enfonçait dans la récession, les soupes populaires se multipliaient, et la première dame exhibait des liserés d'or et des sceaux présidentiels cramoisis. Le surnom tomba comme un coup près, Queen Nancy. Elle rénova les appartements privés, accepta des robes de créateurs en prêt, organisa 56 dîners d'État en 8 ans, des banquets où le glamour hollywoodien coulait à flot tandis que l'Amérique rurale serrait la ceinture. Pour ses admirateurs,
Elle était le retour de l'élégance de l'ère Kennedy. Pour ses détracteurs, elle était une Marie-Antoinette moderne, sourde aux cris de la rue. Blessée par les critiques, elle se replia dans une paranoïa dorée, convaincue que le monde entier en voulait à son mari. Avant de découvrir l'horreur qui se cachait derrière ces sourires de façade et le secret médical qui allait transformer leur conte de fées en un long calvaire de 10 ans, rejoignez notre cercle pour ne rien manquer de la suite de cette dynastie brisée. Car derrière la porcelaine de Limoges et les sourires de protocole, une ombre s'allongeait déjà sur les couloirs de la Maison-Blanche. Une ombre que même l'astrologue la plus influente de Washington n'avait pas vue venir. Est-ce que cette quête obsessionnelle de perfection n'était qu'un rempart contre la maladie qui commençait déjà à ronger l'esprit du président ? Serait-il possible que la reine Nancy ait régné seule bien plus longtemps qu'on ne le pense ? Ces quelques mois de 1981, censés être l'apogée d'une ascension fulgurante, ne furent pour elle qu'une année perdue, un trou noir dans la chronologie de sa vie. Le 30 mars 1981, 69 jours seulement après avoir posé la main sur la Bible, le rêve américain a failli s'achever dans le caniveau, devant le Washington Hilton. John Hinckley Jr., un homme dont le nom seul évoque aujourd'hui le désordre mental et la violence gratuite, s'est extrait de la foule pour vider son chargeur. 6 coups de feu, un fracas sec qui a déchiré l'air printanier. Une balle a traversé la poitrine de Ronald Reagan, s'arrêtant à moins de 2 cm de son cœur, tandis qu'un agent du Secret Service, un policier et le secrétaire de presse James Brady s'effondraient dans leur propre sang. À la Maison-Blanche, Nancy a reçu cet appel que toutes les épouses de présidents redoutent dans le silence de leur nuit. Au début, on lui a menti. On lui a dit qu'il n'avait pas été touché. Mais Nancy possédait cet instinct animal, cette antenne invisible réglée sur les battements de cœur de son mari. Elle a insisté, elle a griffé le vernis des faux-semblants jusqu'à ce que la vérité éclate. Dans la limousine qui l'emmenait vers l'hôpital, elle n'était plus la première dame, elle n'était qu'une femme terrifiée. À son arrivée, Ronald, ce maître de l'image même sur le point de mourir, a tenté une dernière pirouette hollywoodienne. Il lui a murmuré qu'il espérait qu'elle lui pardonnerait d'avoir oublié de plonger pour esquiver les balles. Il voulait la faire rire. Elle voyait la pâleur de la mort sur son visage. Elle est restée 13 jours à son chevet, habitant ce petit périmètre de draps blancs et d'odeurs d'antiseptique. À partir de cet instant, la Nancy Reagan que le monde connaissait a disparu. Elle a décrit la suite de sa vie comme un état de terreur sourde et permanente. Chaque fois que Ronald franchissait le seuil d'une porte, chaque fois qu'il s'approchait d'une foule ou d'un objectif, elle cessait de respirer. Le monde était devenu un stand de tir et son mari était la cible principale. Dans son désespoir de reprendre le contrôle sur l'imprévisible, de dompter le chaos qui menaçait de lui arracher son existence, elle s'est tournée vers l'irrationnel. Elle a appelé une vieille connaissance de ses années de starlette, une femme de San Francisco nommée Joan Quigley. Joan Quigley n'était pas une charlatane de fête foraine. Diplômée de Vassar, riche héritière de la haute société californienne, elle était le secret le plus toxique et le mieux gardé de la Maison-Blanche. Ce qui n'était au départ qu'une consultation discrète est devenu une véritable direction spirituelle et politique. Nancy lui transmettait l'agenda secret du président. Quigley consultait ses cartes du ciel, scrutait l'alignement des planètes et décrétait les jours favorables ou néfastes. Les départs d'Air Force One furent retardés, les conférences de presse déplacées, les sommets internationaux reprogrammés selon le bon vouloir des astres. Pendant des années, l'homme le plus puissant du monde a gouverné en fonction des mouvements de Mercure et de Saturne, sous la dictée d'une femme à des milliers de kilomètres de là, dont personne ne soupçonnait l'influence. Les conseillers de l'ombre s'agacèrent de ces changements d'emploi du temps inexpliqués, mais personne n'osait défier la première dame, jusqu'à l'arrivée de Donald Reagan. Ancien titan de Wall Street, ex-patron de Merrill Lynch, Reagan était un homme de chiffres, de poigne et d'ego. En 1985, il est devenu chef de cabinet, convaincu qu'il allait diriger la Maison-Blanche comme une banque d'affaires. Il a immédiatement percuté le mur invisible que représentait Nancy. Elle l'appelait sans cesse, lui dictant sa conduite, critiquant ses choix, protégeant son roni avec une férocité de louve. Reagan bouillait de rage. Il n'était pas venu à Washington pour recevoir des ordres d'une épouse qu'il jugeait capricieuse et superstitieuse. La guerre a éclaté au grand jour avec l'affaire Iran-Contra. Le scandale était immense.
des ventes d'armes illégales à l'Iran pour financer des rebelles au Nicaragua. Une trahison des principes même de l'administration. Pour Nancy, le coupable était tout trouvé, Donald Reagan. Il avait laissé le chaos s'installer. Il n'avait pas protégé le président. Elle a exigé sa tête. Pendant des mois, la Maison-Blanche est devenue le théâtre d'une lutte à mort, faite de fuites dans la presse et de coups bas. En février 1987, Reagan a fini par être poussé vers la sortie, humilié. Mais un homme de sa trempe ne part jamais sans brûler les meubles derrière lui. En 1988, alors que le mandat des Reagan touchait à sa fin, il a publié ses mémoires. Il y révélait tout, les astres, l'astrologue, et cette femme qui, dans l'ombre, tirait les ficelles d'un empire vacillant. Car la vengeance de Donald Reagan n'était que le premier craquement dans l'édifice. Le plus grand secret de Nancy ne se trouvait pas dans les étoiles, mais dans les oublis de plus en plus fréquents de l'homme qu'elle aimait. Combien de temps a-t-elle régné seule alors que l'esprit du président commençait déjà à s'évaporer? Seriez-vous prêt à mentir au monde entier pour protéger la légende de l'homme que vous aimez? Le livre de Donald Reagan n'était pas une simple biographie, c'était une exécution publique. Publié en 1988, alors que les Reagan s'apprêtaient à rendre les clés de la Maison-Blanche, l'ouvrage a explosé comme une grenade à fragmentation au milieu du bureau ovale. Reagan y décrivait, avec une précision chirurgicale et un mépris mal dissimulé, comment chaque décision majeure de la superpuissance américaine, chaque déplacement d'Air Force One, chaque signature de traité, passait d'abord par le filtre d'un thème astral à San Francisco. Il ne nommait pas encore Joanne Kegley, mais le Time Magazine n'eut besoin que de quelques jours pour débusquer la sorcière de la première dame. L'onde de choc fut dévastatrice. Pour l'opinion publique, c'était l'humiliation suprême. L'arsenal nucléaire américain et l'économie mondiale étaient suspendus aux conjonctions de Jupiter et de Mars. La Maison-Blanche, acculée, dut admettre l'existence de ces consultations tout en niant farouchement qu'elles aient influencé la politique. Ronald Reagan lui-même, fidèle à son rôle de grand communicateur, balaya l'affaire d'un revers de main, jurant que les planètes n'avaient jamais dicté ses choix. Mais dans l'ombre, Nancy bouillait. Dans ses propres mémoires en 1989, elle ne nia rien. Elle fit mieux. Elle transforma sa superstition en un acte de guerre romantique. Elle expliqua qu'elle ne cherchait pas le pouvoir, mais la survie. Elle jeta à la figure de ses critiques la terreur de cette femme qui a vu son mari se vider de son sang sur un trottoir et qui, chaque jour suivant, a dû le regarder s'avancer vers des foules anonymes où n'importe qui pouvait dissimuler une arme. Elle n'utilisait pas l'astrologie par mysticisme, mais comme un gilet pare-balles psychologique. Elle voulait désespérément contrôler l'incontrôlable. Pourtant, le mal était fait. Nancy Reagan n'était plus seulement l'épouse dévouée ou l'hôtesse élégante. Elle était devenue la femme de la salle des machines, celle qui manipulait les leviers de la réalité pour protéger son idole. Et cette force de caractère, cette loyauté féroce qui frôlait la paranoïa, allait bientôt être mise à l'épreuve par un ennemi contre lequel aucune configuration planétaire ne pouvait rien. En janvier 1989, le couple quitta Washington pour le calme trompeur de la Californie. Grâce à la générosité d'amis fortunés, ils s'installèrent sur St. Cloud Road, dans le quartier ultra-sélect de Bel Air, à Los Angeles. Les premières années ressemblaient à une retraite dorée de vieux lions. Des voyages au Rancho del Cielo, des chevauchées sous le soleil de Santa Barbara, des discours rémunérés à prix d'or. En surface, tout était impeccable. Mais Nancy, dont le regard était devenu un scanner permanent de la moindre faiblesse de son mari, commença à voir les fissures. Ce fut d'abord une hésitation sur un nom, une anecdote racontée 2 fois, un silence un peu trop long lors d'un dîner. Ronald avait toujours été un peu distrait, masquant ses oublis par un charme naturel et une blague bien sentie. Mais là, le sol se dérobait. En 1994, lors d'un gala pour son 83e anniversaire à Washington, il prononça ce qui allait être son dernier discours public. La foule l'acclama, ignorant que l'homme sur l'estrade était déjà en train de s'effacer. De retour dans leur suite d'hôtel, le masque tomba. Ronald regarda autour de lui, perdu, et admit qu'il ne savait plus où il se trouvait. Le verdict tomba peu après à la Mayo Clinic, la maladie d'Alzheimer. Pour Nancy, ce n'était pas une surprise. C'était la confirmation d'un deuil qui avait déjà commencé. Le 5 novembre 1994,
Ronald Reagan écrivit une lettre manuscrite au peuple américain d'une écriture encore ferme, annonçant qu'il entamait le voyage qui le mènerait vers le crépuscule de sa vie. Ce fut un acte de courage politique et humain sans précédent, mais pour Nancy, c'était l'ouverture d'un nouveau chapitre de sa propre tragédie. Elle allait devenir la gardienne d'un fantôme, car ce long au revoir allait durer 10 ans. 10 ans pendant lesquels la reine Nancy allait s'effacer pour devenir une infirmière de l'ombre, luttant contre l'oubli avec la même fureur qu'elle avait mise à combattre les astrologues ou les rivaux politiques. Mais que reste-t-il d'un mariage quand l'autre ne sait plus qui vous êtes ? Seriez-vous capable d'aimer un homme qui vous regarde chaque matin comme une étrangère ? Les premières années de cet exil à Bel-Air furent un trompe-l'œil cruel. Ronald marchait encore, toujours tiré à 4 épingles, portant ce sourire légendaire qui semblait défier le temps. Pour les rares visiteurs, il était encore le Great Communicator, cet homme à la courtoisie instinctive qui ne vous laissait jamais deviner la tempête sous le crâne. Mais derrière les portes closes de la villa de St. Cloud Road, Nancy voyait l'homme qui lui avait écrit des milliers de lettres d'amour s'évaporer goutte à goutte. Certains matins, il se réveillait presque lucide, et l'espace d'un instant, elle retrouvait son Ronnie. Puis, sans prévenir, le brouillard retombait. Il oubliait qu'il avait un jour habité la Maison Blanche. Il ne savait plus en quelle année le monde tournait, ni même si c'était le printemps ou l'hiver. Nancy continuait de dormir chaque nuit à ses côtés, sentant le souffle de cet homme qui, chaque matin, la reconnaissait un peu moins. Elle confiera plus tard, avec une émotion contenue devant la bibliothèque Reagan, que la maladie d'Alzheimer était bien plus atroce que la tentative d'assassinat de 1981. Car après les balles, il y avait eu le soulagement de la survie. Ici, il n'y avait qu'une érosion lente, une séparation physique alors que le corps était toujours là. Elle appela cela le long au revoir. La vie se rétrécit. Ronald ne pouvait plus monter à cheval, sa seule passion véritable. Quand son agent du secret service dut lui dire avec une douceur infinie que ce n'était plus sûr, le vieil homme laissa couler des larmes sur son visage ridé, murmurant simplement que tout irait bien. Ce fut l'un des moments les plus déchirants de cette décennie de chute. En 1998, Nancy vendit le ranch. À quoi bon garder un sanctuaire pour un homme qui ne sait plus qui il est ? Elle s'enferma alors dans une dévotion quasi monacale, gérant le personnel de santé avec la même férocité qu'elle mettait autrefois à écarter les rivaux politiques de son mari. Elle devint la gardienne d'un tombeau de chair et d'os. Mais cette agonie lente transforma la reine Nancy en une guerrière inattendue. Voir Ronald disparaître fit naître en elle une colère froide qui stupéfia le camp républicain. Elle ne s'en prenait pas à Dieu, mais à la politique qui entravait la science. Le sujet de sa discorde, la recherche sur les cellules souches embryonnaires. Au début des années 2000, l'espoir de guérir Alzheimer passait par là. Mais en 2001, George W. Bush, pour plaire à sa base religieuse, signa un décret limitant drastiquement les fonds fédéraux pour ses recherches. Nancy Reagan, l'icône conservatrice, la fervente catholique, envoya valser l'orthodoxie de son parti. Pour elle, il n'y avait plus de dogmes qui tiennent face à la déchéance de Ronnie. Elle se mit à militer publiquement, rencontrant des savants, faisant du lobbying auprès des puissants. Lors d'un dîner à Washington, elle coinça Andy Card, le chef de cabinet de Bush, pour exiger qu'il revienne sur cette position. Elle ne gagna pas la bataille politique immédiate, mais elle gagna quelque chose qu'elle n'avait jamais possédé à la Maison-Blanche, le respect universel. Les démocrates qui l'avaient retenue, les scientifiques qui n'auraient jamais voté pour un Reagan, tous virent en elle une alliée inattendue et acharnée. Pendant que la bataille faisait rage à Washington, à Bel-Air, le silence devenait absolu. En 2003, Ronald ne sortait plus. Nancy supervisait chaque soin, chaque repas, restant assise des heures durant à lui tenir la main, même s'il ne savait plus qui était cette femme qui lui lisait des histoires. Son médecin personnel, le docteur John Hutton, décrira plus tard une dévotion qui dépassait l'entendement humain. Elle était là, à l'aube comme au crépuscule, cherchant un reflet de l'homme qu'il avait été dans ce regard vide. En 2000, elle avait publié « I Love You, Ronnie », une compilation de leurs lettres. En les relisant, on comprend l'étendue de son deuil. Le Ronald de ses lettres était drôle, tendre, presque extravagant dans son besoin d'elle. Il y écrivait qu'il n'était pas entier sans elle, qu'elle était la vie même. Cet homme-là était mort bien avant que son cœur ne s'arrête. Le 5 juin 2004, le silence finit par l'emporter.
Ronald Reagan rendit son dernier soupir à 93 ans dans cette maison de St. Cloud Road. On raconte qu'au moment ultime, il ouvrit les yeux et regarda Nancy une dernière fois, avec une clarté que la maladie lui avait volée pendant 10 ans. Un dernier éclair avant la nuit noire. La boucle se referme sur cette photo de juin 2004, sur les marches du Capitole. Nancy, seule devant ce cercueil de bois sombre, semble enfin réaliser que son combat de 50 ans est terminé. Elle n'est plus la reine, elle n'est plus la gardienne, elle n'est qu'une ombre parmi les vivants. Elle lui survivra 12 ans, protégeant son héritage avec la même rigueur, jusqu'à le rejoindre en 2016. On l'enterra à ses côtés, sur la colline de Simi Valley, face au Pacifique. Le témoin silencieux de leur histoire reste cette tombe de granit simple, où 2 noms sont gravés pour l'éternité, rappelant au monde que derrière le pouvoir et les scandales, il y eut une femme qui préféra brûler son propre prestige plutôt que de laisser l'oubli gagner. Avez-vous déjà aimé quelqu'un au point de devenir son unique rempart contre la mort elle-même ? L'histoire de Nancy Reagan n'est pas celle d'une première dame, c'est celle d'une sentinelle qui a refusé de quitter son poste, même quand le château était vide. Voulez-vous que nous explorions maintenant les secrets financiers qui ont permis de maintenir cette forteresse de silence pendant 10 ans ? Ou préférez-vous découvrir la vérité sur les relations glaciales qu'elle entretenait avec ses propres enfants pendant cette agonie ? Le 5 juin 2004, après une décennie passée dans les limbes de l'oubli, le cœur de Ronald Reagan a cessé de battre. Officiellement, c'est une pneumonie qui l'a emporté à 93 ans. Mais officieusement, il n'était plus qu'une enveloppe diaphane que le destin avait oublié de refermer. Pourtant, au moment ultime, la réalité a offert un sursis cruel à Nancy. Sa fille Patty racontera plus tard que dans un dernier souffle, Ronald a ouvert des yeux qu'il gardait clos depuis des jours. Un regard clair, intense, chargé d'une reconnaissance que la maladie lui avait volée. C'était son dernier cadeau. Un éclair de lucidité pour dire adieu à la femme qui avait tenu sa main dans le noir pendant 10 ans. Ce qui suivit fut l'une des chorégraphies funèbres les plus imposantes de l'histoire moderne. Nancy Reagan l'avait orchestrée dans ses moindres détails bien avant que le premier cercueil ne soit commandé. Elle savait ce que le monde devait à Ronnie, ou du moins, elle savait quelle image elle voulait graver dans le marbre de l'histoire. Pendant 7 jours, l'Amérique a vécu au rythme de son deuil. De la bibliothèque présidentielle de Simi Valley jusqu'à la rotonde du Capitole à Washington, elle a mené le cortège avec une rigidité de statut. Margaret Thatcher elle-même, l'esprit déjà embrumé par ses propres défaillances, avait dû enregistrer son hommage, incapable de supporter la charge émotionnelle en direct. Sous la pluie battante de Washington, Nancy est restée debout. Dans la nef glaciale de la cathédrale nationale, elle est restée stoïque. Ce n'est qu'au coucher du soleil, sur la colline de Simi Valley, qu'elle a enfin laissé l'armure se fendre. Elle a embrassé le cercueil, murmurant des mots que l'histoire n'aura jamais le droit de connaître. Puis, elle a reçu le drapeau plié et, pour la première fois en 52 ans, elle est rentrée chez elle, seule. La villa de Bel-Air n'avait pas changé, mais le silence y était devenu assourdissant. Les vêtements de Ronald pendaient toujours dans le placard. L'équipement médical, les infirmiers, la routine millimétrée de la maladie, tout s'était évaporé, laissant place au vertige du vide. Nancy dormait toujours du même côté du lit, entourée de photographies, parlant à son mari comme s'il allait sortir de la pièce d'à côté. Mais elle ne s'est pas laissée mourir. Elle est devenue la gardienne de la flamme. Avec une énergie qui frisait l'obsession, elle s'est jetée dans le travail de sa fondation, recevant des chefs d'État et des universitaires, s'assurant que personne n'ose écorner le mythe Reagan. En 2005, lors d'un gala bipartisan, on a vu des ennemis d'hier, démocrates et républicains, s'incliner devant sa ténacité. Sa lutte pour les cellules souches a continué, non plus pour Ronnie, mais pour tous les autres. Elle a même accueilli les débats des primaires républicaines en 2007 et 2008, s'imposant comme la matriarche incontestée d'un parti qu'elle n'hésitait plus à bousculer. Les angles s'étaient arrondis. L'image de la première dame cassante et impérieuse laissait place à une femme d'une fragilité transparente qui parlait ouvertement de sa solitude. Mais le corps finit toujours par présenter l'addition de ce qu'on lui a fait subir. Nancy, qui avait affronté le cancer du sein en 1987 avec une franchise désarmante pour l'époque, voyait ses forces l'abandonner. À la fin des années 2000,
Les chutes se multiplièrent dans sa maison de St. Cloud Road. Os brisés, rééducation douloureuse, déclin dissimulé au public par orgueil, elle refusait d'être perçue comme diminuée. Sa dernière grande apparition télévisée en 2010 montrait une femme qui, malgré le poids des ans, n'avait rien perdu de son regard d'acier. Nancy Reagan s'est éteinte le 6 mars 2016, rejoignant enfin celui pour qui elle avait tout sacrifié. Elle repose aujourd'hui à ses côtés, sur cette même colline, sous le même granit. Elle a gagné son ultime pari. L'histoire se souviendra de Ronald Reagan telle qu'elle l'avait décidé. Mais qui se souviendra de la femme derrière le masque, celle qui a régné sur un empire de souvenirs pour ne pas sombrer dans l'oubli? Lors de sa dernière grande interview télévisée en 2010, face à Judy Woodruff, le monde a retrouvé la Nancy des grands jours. Elle était vive, précise. Ses réponses cinglantes coupaient court aux hésitations. Elle était toujours cette Nancy Reagan capable de glacer un interlocuteur d'un simple haussement de sourcils. Mais les apparitions se faisaient rares. Celle qui avait orchestré 56 dîners d'État et tenu tête au plus grand faucon de la guerre froide passait désormais ses journées enfermée dans le sanctuaire de Bel-Air, entourée de fantômes et de souvenirs. Pourtant, dans ce crépuscule solitaire, un miracle domestique s'est produit. Sa fille Patty, dont la révolte avait alimenté les tabloïds pendant des décennies à coups de livres vengeurs et d'interviews incendiaires, est revenue vers elle. Les deux femmes n'allèrent jamais effacer les cicatrices du passé, elles n'allèrent jamais prétendre que les années de haine n'avaient pas existé, mais un silence apaisé s'est installé. Son fils Ron était resté à ses côtés, et même Michael, son beau-fils au passé si complexe, a fini par exprimer une affection publique pour celle qui, malgré tout, avait été le roc de leur père. La famille Reagan n'était pas parfaite, elle ne l'avait jamais été, et Nancy ne prenait plus la peine de feindre le contraire. Dans ces derniers mois, la villa de St. Cloud Road était devenue son univers entier, un monde minuscule mais souverain. Le dimanche 6 mars 2016, au petit matin, le cœur de Nancy Reagan a fini par lâcher. Insuffisance cardiaque congestive. Elle avait 94 ans. L'annonce, faite par sa porte-parole Joan Drake, a déclenché une déferlante mondiale. De Barack Obama à Arnold Schwarzenegger, les hommages ont salué sa loyauté féroce, sa classe et cette grâce qui semblait appartenir à une époque révolue. Michael Reagan a résumé le sentiment général avec une simplicité poignante. Elle était enfin repartie rejoindre l'homme qu'elle aimait. Le 11 mars 2016, la colline de Simi Valley a vu défiler ce que l'Amérique a de plus prestigieux. 10 familles présidentielles étaient représentées. Michelle Obama, Hillary Clinton, Laura Bush et Rosalind Carter étaient là, côte à côte, pour saluer la mémoire de celle qu'elle savait être leur égale dans l'arène de l'ombre. On l'a déposée aux côtés de Ronald, face aux montagnes de Santa Susana. Des années auparavant, le président avait confié à son biographe que lorsque le moment viendrait, on scellerait la porte temporairement, jusqu'à ce qu'elle le rejoigne, pour qu'ils puissent enfin regarder la mer ensemble pour l'éternité. À eux deux, ils avaient traversé presque 2 siècles d'histoire. Le bilan de Nancy Reagan ne se laisse pas enfermer dans des catégories simples. Elle n'était pas une simple actrice égarée en politique. Elle a été l'une des premières dames les plus influentes et les moins comprises de l'histoire américaine. Sans jamais détenir de pouvoir formel, elle a prouvé que la proximité absolue avec le pouvoir est un pouvoir en soi. Elle a fait limoger des chefs de cabinet, elle a harcelé des conseillers en politique étrangère et elle a, selon des sources fiables, poussé son mari à engager le dialogue avec l'Union soviétique alors que tout son entourage criait à la trahison. Elle a agi dans les coulisses par des canaux dont le pays ignorait l'existence pour s'assurer que l'héritage de Ronnie reste intact. Elle a payé le prix fort, celui d'être détestée pour sa froideur, moquée pour ses croyances, mais elle n'a jamais dévié. Elle était la sentinelle d'un empire intérieur. Aujourd'hui, sur cette colline, le silence est enfin complet. Mais la question demeure pour l'histoire. Qui de l'acteur ou de la gardienne a vraiment dirigé l'Amérique pendant ces 8 années de fer et de velours ? Voulez-vous que j'analyse pour vous les carnets secrets de ses conseillers qui révèlent l'étendue réelle de son influence sur la fin de la guerre froide ? Ou préférez-vous que nous plongions dans l'histoire d'une autre dynastie dont la façade cachait des secrets tout aussi sombres ? Quels que soient les jugements que l'on porte sur ses consultations astrales ou ses motivations profondes, la réalité historique est là, gravée dans le métal froid des missiles démantelés.
Ces négociations épuisantes, menées dans l'ombre des couloirs de la Maison-Blanche, ont fini par aboutir au traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire de 1987. Elle a aidé à dégeler une guerre froide qui avait pourtant servi de décor à toute sa vie d'adulte. Mais ne nous y trompons pas. Nancy Reagan n'était pas une sainte. Et elle aurait été la première à vous fustiger si vous aviez tenté de lui coller cette étiquette de façade. Elle était vaine, maladivement protectrice et parfois d'une cruauté sans faille. Elle savait cultiver des rancunes comme d'autres cultivent des roses, utilisant la presse comme une arme blanche pour égorger les réputations de ceux qui osaient menacer son reni. Elle ne reculait devant rien, ni devant la trahison, ni devant le mensonge, si cela servait sa cause unique. Ses rapports avec ses propres enfants furent la preuve sanglante de cette incapacité à concilier l'image et la vérité. Patty Davis a passé des années non seulement à fuir le giron maternel, mais à transformer cette distance en littérature de vengeance, déballant les non-dits dans des romans et des mémoires qui ont agi comme de l'acide sur le vernis présidentiel. Le fossé était un abîme que personne ne parvenait à combler. Michael Reagan, ce fils adopté issu du premier mariage de Ronald, portait lui aussi les cicatrices d'une enfance fragmentée qui, bien que n'étant pas directement imputable à Nancy, jetait des ombres froides sur chaque réunion de famille. Quant à Ron Reagan Jr., il avait choisi de briser l'orthodoxie conservatrice que ses parents incarnaient avec une telle ferveur. Même au sommet de sa gloire, Nancy Reagan n'a jamais réussi à maintenir l'unité de ce foyer que les photographes s'obstinaient à dépeindre comme un idéal américain. Ce décalage entre le portrait officiel et la réalité brutale fut le fardeau qu'elle porta jusqu'au bout, dans un silence de marbre. Pourtant, cette même femme a passé des années à tenir la main d'un homme qui ne savait plus son nom. Chaque jour, dans la pénombre de leur demeure californienne, elle a affronté le regard vide de celui qui fut le maître du monde. Elle a bâti une initiative de santé publique monumentale autour de la maladie même qui était en train de lui arracher son compagnon. Elle a parlé ouvertement de son cancer du sein à une époque où l'on demandait aux femmes de souffrir dans l'ombre et la honte, transformant son propre corps en un champ de bataille pour l'intérêt général. Elle a traversé ses 80 ans dans la solitude d'une veuve qui voit ses propres forces décliner sans jamais cesser de monter la garde devant un héritage qui n'était pourtant plus en danger d'être oublié. Le pouvoir, pour Nancy Reagan, n'a jamais été une affaire de géopolitique ou de chiffres macroéconomiques. C'était une affaire de tripes. C'était le pouvoir de protéger l'unique objet de son amour. Et cet objet, ce reni qu'elle avait placé au centre de son univers, était déjà parti depuis 12 longues années au moment où elle a enfin fermé les yeux. Elle a passé cette dernière décennie à s'assurer que le monde n'oublie jamais son nom. C'est le prix exorbitant qu'elle a payé. C'est aussi le destin qu'elle a délibérément choisi. Elle a déclaré un jour avec une précision qui frisait l'aveu de soumission que sa vie n'avait véritablement commencé que le jour où elle avait épousé Ronald Reagan. Pour beaucoup, une telle affirmation est inintelligible. Comment une femme aussi brillante et capable a-t-elle pu se définir uniquement à travers un autre? Mais Nancy ne cherchait pas la modestie. Elle décrivait la vérité brute de son existence. Elle n'a jamais demandé pardon pour cela, pas une seule fois, même lorsque le rideau s'apprêtait à tomber. Avant de clore définitivement le dossier sur cette dynastie qui a façonné le siècle dernier, rejoignez notre cercle pour ne rien manquer des récits qui explorent les racines sombres du pouvoir. La femme sur cette photographie de 2004, cette silhouette minuscule et isolée devant le cercueil drapé, alors que le brouhaha du monde semble s'être évanoui, savait exactement qui elle était. Elle l'avait toujours su. Le témoin silencieux de cette épopée reste ce cercueil de bois, car c'est en le rejoignant qu'elle a enfin trouvé la seule chose que le pouvoir ne pouvait pas lui offrir, le repos. Elle a tout donné, elle a tout perdu, et elle l'a fait avec un sourire glacé qui défie encore aujourd'hui l'analyse. Elle est enfin avec lui, et le silence de la colline de Simi Valley est désormais la seule réponse à ses secrets.